Pas de port pour USB. À la régie, est-ce que je peux te donner une clé USB? Oui, je vois pas de port USB. Ah, ok. Ici, d'accord. Ça devrait être. Ça va le faire. Je veux bien un petit peu d'aide sur votre ordinateur. Exactement. Merci. Ouais, c'est un peu... Hey, on peut pas agrandir, non, c'est très bien comme ça. Ouais. Bon, ça va le faire. Bonjour, je m'appelle Arthur Béquignon, je suis psychologue clinicien à Toulouse et je réalise une thèse sous la direction de Monsieur Jean-Luc Sudre à l'Université de Toulouse dans le laboratoire du CERPPS. Je vais vous parler des effets inattendus des psychothérapies. Et ce matin, c'est intéressant parce que Monsieur Bruno Falissard a dit que quand on fait une évaluation des psychothérapies, on ne demande pas aux patients ce qui se passe dans leur vie en général dû à la thérapie. C'est exactement ce qu'on fait. C'est exactement ça. Donc, ça m'a bien amusé de voir que on n'est pas les seuls à se poser la question de quels sont les effets des thérapies dans la vie des patients qui ne correspondent pas à ce à quoi ils s'attendaient. Mais on va détailler un petit peu ça. On a nommé la présentation Effets inattendus et distanciés des psychothérapies, d'une étude spécifique à l'hypnose à une modélisation en outils et processus psychothérapiques. Pas tout qui s'affiche. Voilà. La situation actuelle dans la recherche, qu'est-ce que c'est? On étudie beaucoup, enfin, on parle beaucoup en tout cas, de la question des bénéfices et des coûts des psychothérapies, surtout avec l'actualité, comme on l'a déjà dit ce matin. Pourtant, au niveau des coûts, il y a entre un quasi inconnu et une évidence clinique. Par exemple, en thérapie, ça paraît évident pour la plupart des cliniciens qu'il va sûrement y avoir des pleurs, des émotions désagréables, des souvenirs désagréables, voire des remontées de réévocation de traumatismes, des mouvements, des changements psychosomatiques. Ça vous paraît probablement pour les cliniciens ici assez évident. Au niveau du grand public, ça l'est pour certains, mais ça ne l'est pas forcément. Pour autant, ce n'est pas quelque chose qu'on va présenter la plupart du temps quand on a le premier entretien avec les patients. C'est très rare. Et pour autant, ça compte dans les coûts. Il y en a sûrement beaucoup d'autres dont on ne parle pas. Et nous, c'est la question qu'on s'est posée. Si on ne parle pas des coûts, par contre, des coûts qui peuvent être supplémentaires, on va dire, probablement qu'il y a des bénéfices dont on ne parle pas aussi. Parce que si on ne pose pas la question aux patients, ils vont rarement nous le dire, autant dans la clinique que dans la recherche. C'est pour ça que j'ai appelé ça l'évaluation des psychothérapies, la question des œillères, entre guillemets, de la symptomatologie. Si jamais vous recevez un patient qui présente une symptomatologie dépressive, on a tous la liste du DSM qui s'active en tête. Qu'on y adhère ou pas, on l'a qui s'active. Pour autant, les objectifs personnels de thérapie des patients ne correspondent pas forcément à cette symptomatologie. La plupart du temps, l'objectif, soit en termes d'évaluation dans la recherche, soit en termes de clinique, ça va être de diminuer, d'améliorer cette symptomatologie, retrouver le sommeil, retrouver l'appétit, des choses comme ça.
les patients n'ont pas forcément les mêmes objectifs quand eux viennent à la thérapie. L'exemple que j'aime bien donner, c'est un père de famille qui vient avec une clinique dépressive très claire. Peut-être que pour lui, ce n'est pas ça le plus important sur le moment, ce n'est pas le côté le sommeil, l'alimentation, etc. Peut-être que lui, tout ce qui lui tient à cœur, c'est de réussir à nouveau être disponible pour ses enfants lors des devoirs. Mais ça, en recherche, on ne va pas forcément l'évaluer parce que c'est très euh, individuel, on va dire. Euh, et dans la clinique, par contre, on le prend en compte. Personnellement, dans ma pratique en cabinet, il y a une patiente que je reçois depuis un moment, pas très longtemps, qui vient pour des questions de traumatisme dû à une relation toxique, violente, d'emprise, etc. Si jamais on regarde au niveau de la symptomatologie de l'état de stress post-traumatique, on va pouvoir dire au niveau de la recherche si la thérapie était efficace ou non. Ma patiente s'en fiche. Elle, ce qu'elle veut, c'est si la thérapie est un succès, j'arriverai à porter plainte. Ça, au niveau de l'évaluation de l'efficacité des psychothérapies, ça n'apparaîtrait pas parce qu'on est concentré sur la symptomatologie la plupart du temps. Je fais un peu des généralités. C'est pour ça que, à mon sens, il faut se recentrer, parce que c'est la démarche que j'ai, se recentrer sur les attentes et les perceptions des patients avec les besoins du terrain. Comment est-ce qu'on peut informer correctement un patient sur les coûts et les bénéfices d'une thérapie quand on ne se pose pas la question de tous ceux qui apparaissent en dehors de la symptomatologie, j'ai du mal avec ce mot, à laquelle on s'attend? Comment est-ce qu'on peut faire des recommandations de bonnes pratiques, ou recommandations de pratiques tout du moins, pour pouvoir présenter aux autres professionnels quels sont les coûts et les bénéfices auxquels être attentif dans le suivi? C'est une question aussi, à mon sens, de sensibilisation, autant au grand public qu'aux professionnels, de pouvoir leur dire réellement, ceci sont les bénéfices, ceci sont les coûts potentiels, il peut toujours y en avoir des inattendus. Mais c'est une information qu'on a très très peu actuellement dans la recherche. Il y a une nécessité de recherche, justement, et notamment d'un consensus conceptuel. On parle souvent d'effets secondaires des psychothérapies. Je vais vous expliquer plus loin pourquoi nous, on a préféré parler d'effets inattendus. Mais au niveau des recherches, les effets secondaires, la définition des concepts, la terminologie, elle n'est pas claire du tout. Ça dépend où vous allez. Déjà en France, on n'en a pas. Il n'y a pas eu de recherche qui a permis de l'établir. Et à l'étranger, ça dépend si vous êtes en Allemagne, ça dépend si vous êtes dans un pays anglophone. Et même dans la même langue, on n'est pas d'accord. Cette absence de consensus conceptuel, comme toujours dans la recherche, ça complique la mise en commun des résultats et ça complique la clarification de qu'est-ce qu'on est en train d'étudier. Il y a en plus une absence d'enquête systématique. C'est-à-dire que quand on fait des évaluations des psychothérapies, c'est très très rare qu'on demande aux patients quels sont les effets auxquels vous ne vous attendiez pas. Qu'est-ce qui est arrivé en plus? Qu'est-ce qui s'est passé? Personnellement, je n'ai jamais vu une étude où ça figurait dans les items qui étaient suggérés, qui étaient soumis. Il y a une étude notamment, alors j'ai plus en tête exactement laquelle, mais il y a une étude où ils disaient les effets secondaires étaient anecdotiques. Ils n'ont pas précisé comment ils avaient relevé ces informations-là et ils n'ont pas précisé qu'est-ce que c'était anecdotique. Les terminologies, elles sont multiples et elles sont naissantes. Et en France, on n'en a pas. On n'a pas d'outil qui a été adapté. On a des outils qui ont été traduits, mais pas validés. Un outil, il me semble. Et on n'a pas toutes ces études qui permettent de construire une représentation, des conceptions et par la suite de faire de la recherche. Donc, on s'est un petit peu penché sur ça et c'est ce que je vais vous présenter. Voilà. Dans la recherche, dans la littérature scientifique, en termes de terminologie, c'est très varié. Si on traduit en français, il y a des effets indésirables, donc qu'on ne désire pas et qu'on ne voudrait pas avoir, qui viennent, là c'est très clair évidemment, de tout ce qui est pharmacologie. Il y a l'effet désiré et l'effet indésirable. On parle d'effets négatifs, et là il y a une ambiguïté en plus, parce que par exemple, une hallucination positive, c'est voir quelque chose qui n'existe pas. Une hallucination négative, c'est ne pas voir quelque chose qui existe. Quand on parle d'effets négatifs, est-ce que c'est quelque chose qui est désagréable ou est-ce que c'est quelque chose qui est en moins? Si je vous parle de symptômes négatifs, c'est tout ce qui va être privatif, anédonie, alexithymie, tout ça. Là, avec effet négatif, c'est pas très clair si on parle de choses qui sont simplement désagréables ou qui disparaissent, qui diminuent. On va parler souvent de risques, mais pareil, c'est très très large. Si je vais en thérapie, je risque de dépenser de l'argent. Ça compte dans les risques. Mais les patients, peut-être qu'ils s'y attendent, cela. Les, les effets tels qu'ils sont définis ici sont très centrés autour du danger et du risque. À mon sens, c'est dommage de s'arrêter à cette perception extérieure, sachant que quand on parle aux patients des effets des thérapies, ils peuvent nous parler dans leur perception subjective à eux d'agréables, de choses auxquelles ils ne s'attendaient pas et qui sont chouettes, qui sont agréables, qui sont positives et bénéfiques. C'est pour ça qu'on a nommé ça inattendu.
C'est une des raisons. Les 4 raisons, il n'y a pas vraiment d'ordre. Elles sont toutes plus ou moins valables de pourquoi on appelait ça des effets inattendus plutôt que des effets secondaires. Et l'une d'elles, donc, c'est quand dans inattendu, ça peut être des choses agréables et bénéfiques. À l'origine, quand un patient vient en thérapie, il y a une demande. Il vient pour une certaine raison. On va souvent la faire apparaître, comme disait Madame Durier, avec la détermination d'objectifs, la co-construction d'un objectif, du problème. Et cette co-construction, pourquoi vous venez, qu'est-ce que vous voulez améliorer, qu'est-ce que vous voulez qui diminue, des choses comme ça, elle va créer des attentes. Quand on a des attentes, on peut être surpris. Donc, on a voulu remettre cette question des attentes de la psychothérapie dans le terme effet inattendu. Tandis qu'à mon sens, effet secondaire, il y a un aspect très extérieur. La thérapie est censée avoir tel effet, et secondaire, c'est « ah, il y a un autre effet ». Dans effet inattendu, pour moi, c'est le patient s'attendait à tel effet, et il y a d'autres effets qui n'étaient pas attendus. La troisième raison pour laquelle on a parlé d'effet inattendu, c'est que quand je vous dis secondaire, par définition, vous vous attendez à un effet primaire. Ça sous-entend peut-être un ordre d'importance, voire un ordre d'apparition, ce qui n'est pas forcément le cas dans la thérapie. On ne va pas toujours avoir d'abord l'effet recherché, puis l'effet secondaire. C'est possible qu'un effet inattendu apparaisse avant l'effet recherché. Donc, il peut y avoir une surprise quant aux objectifs, et on a préféré enlever cette question d'ordre d'importance, d'ordre d'apparition. Donc, pour résumer, les effets inattendus sont les effets qu'on ne recherchait pas et qui sont pourtant là. Mais si jamais vous ne posez pas la question aux patients, il y a peu de chances qu'ils vous le disent, y compris dans la recherche, y compris dans la clinique. C'est ce qui va surprendre les attentes thérapeutiques. Et quand on évalue les psychothérapies, il faut bien les évaluer dans toute leur potentialité, dans tout leur potentiel, en tout cas à mon sens. Donc, poser cette question. Ce qui, au niveau méthodologie, est assez particulier, de venir regarder ce qu'on ne regarde habituellement pas. Donc, il a fallu qu'on s'adapte. Pour résumer un petit peu visuellement ce que peuvent être des effets inattendus, je vous ai fait ceci. Attendez, je vous mets ça bien. Ah. Un effet peut être agréable ou désagréable, contrariant ou bénéfique. Des effets bénéfiques, ils peuvent être désagréables. Exemple, fin d'une relation. Pas forcément agréable, mais parfois c'est très bénéfique. Et encore, pour quelqu'un d'autre, une fin de relation pourrait être contrariante et désagréable. C'est pour ça que, voilà, je n'adressais pas aussi fluide que j'avais pensé. Donc, voilà. Le même effet pour 2 personnes différentes pourrait se situer aux extrémités de ce modèle. D'où l'importance de ramener la subjectivité dans la recherche, y compris à mon sens. Je vous cherche un autre exemple que la fin d'une relation, mais ça me paraît déjà assez clair comme ça. Je vous dirai si ça me vient. Donc, on a voulu questionner un petit peu ça. Et donc, questionner l'agréable, désagréable, bénéfique, contrariant, lié au suivi, etc. On a notamment fait une première étude autour de l'hypnothérapie. Est-ce que ça affiche tout? Oui. Au niveau de l'hypnothérapie, c'était une étude exploratoire des effets inattendus de l'hypnothérapie à travers une approche dimensionnelle. Les effets inattendus, on s'en rend compte dans la littérature, ont plusieurs dimensions à leur effet, on va dire. Il y a notamment l'impact dans le quotidien, la valence bénéfique, donc bénéfique ou néfaste, contrariant, le lien avec la problématique et les causes externes. Si jamais un effet est très peu lié à la problématique et très très lié à une cause externe, par exemple, le patient est très très triste en ce moment, pourquoi? Il y a eu un décès dans sa famille, a priori, ce n'est pas la cause de la thérapie. A priori. Donc, on s'est intéressé à ces dimensions-là pour évaluer les effets inattendus. On a eu 166 participants et on leur avait soumis une liste de 52 effets possibles, liste qui avait été constituée à partir de la littérature préexistante et d'une étude qualitative préexistante aussi. On a divisé ces effets en 7 catégories, ce qui dépendait de la perception de la vie, de choses somatiques, de l'émotionnel, les résidus hypnotiques, des choses qui sont propres à la pratique et qui parfois vont mettre quelques jours à disparaître, autour de l'image de soi, des relations sociales et des cognitions. Les 166 participants nous ont rapporté 602 effets. Il y avait notamment plus de 90% d'effets inattendus parmi tous ces effets rapportés. Ça fait beaucoup. Parmi ces effets inattendus, 96% étaient bénéfiques. La majorité était bénéfique, il y en avait très très peu qui n'étaient pas agréables ou qui n'étaient pas bénéfiques. On a eu seulement 1,21% de participants qui n'ont eu aucun effet inattendu. Pratiquement tous les participants ont vécu des effets inattendus. Ce à quoi, personnellement, je ne m'attendais justement pas. On se rend compte que la catégorie la plus représentée, c'est les effets de l'ordre émotionnel.
Par exemple, les patients peuvent répondre qu'ils ne s'attendaient pas à se ressentir plus calme, plus de sensibilité émotionnelle ou une meilleure gestion de la sensibilité émotionnelle. Ils ont répondu aussi qu'ils avaient beaucoup de choses qui avaient changé au niveau de l'image de soi et auxquelles ils ne s'attendaient pas, notamment confiance en soi et contrôle de soi. Et au niveau somatique, ce qui peut être de l'ordre du bien-être, de l'énergie. Ça, ce sont les 3 catégories d'effets inattendus les plus rapportés. Il y avait aussi 11 effets particulièrement fréquents, par exemple le calme, les capacités à relativiser, l'énergie. Et il y a aussi une question au niveau de la latence. La grande majorité des effets apparaissaient quelques jours après la dernière séance. Et de mémoire, ils duraient aussi un bon moment, même s'ils apparaissaient quelques jours après, ils avaient une durée assez longue. La chose la plus intéressante qu'on a remarquée dans notre étude, c'est que l'intensité subjective perçue par le patient des effets inattendus était supérieure à l'intensité perçue des effets attendus. Donc les effets auxquels il ne s'attendait pas étaient plus intenses que les effets auxquels il s'attendait. Ça pose la question de quels sont les effets auxquels il faut faire attention, je trouve, dans la thérapie, et sur lesquels porter justement notre intérêt. À partir de là, on s'est dit d'accord, ça c'est pour l'hypnothérapie. Qu'est-ce qui se passe avec les autres thérapies? Maintenant qu'on connaît un petit peu plus comment ça se passe. Voilà. Pour ça, on a réalisé un recueil de données qualitatives en ligne des effets inattendus suite à diverses psychothérapies. On leur a proposé une liste de psychothérapies, ils devaient cocher celles qu'ils avaient réalisées, et ils pouvaient aussi indiquer d'autres psychothérapies si elles ne faisaient pas partie de la liste. On a eu 107 participants et ils ont rapporté 1746 effets inattendus. On a recueilli ces effets avec 7 questions qui étaient spécifiquement sur les effets uniquement inattendus des psychothérapies. On a utilisé cette fois une approche davantage catégorielle, c'est-à-dire les effets étaient inattendus et ils étaient soit bénéfiques, soit néfastes, soit agréables, soit désagréables, soit liés à la thérapie, soit sans lien avec le sujet de la thérapie. Ce dont on se rend compte déjà, au niveau des psychothérapies représentées, 26% avaient reçu une psychothérapie de type psychanalytique, 21% avaient reçu une thérapie intégrative et 16% ne savaient pas quelle thérapie ils avaient reçue. Personnellement, au niveau de la détermination d'objectifs, au niveau de l'alliance thérapeutique, au niveau du cadre thérapeutique, ça m'intrigue que 16% ne savent pas quelle était l'orientation ou le type de thérapie reçue. L'orientation du praticien ou le type de thérapie reçue. En moyenne, les participants avaient rapporté 16,32 effets, on va arrondir à 16 effets, inattendus, et 1,85% d'entre eux n'avaient rapporté aucun effet inattendu. Les effets inattendus bénéfiques agréables représentaient 29, à peu près 30% des effets inattendus. Par exemple, je me sens rajeunir. Alors personnellement, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais la patiente, elle l'a mis dans effet agréable ou bénéfique, et pour elle, c'était significatif. Ou moins de contrôle. Je ressens ou j'ai moins de contrôle. Les effets inattendus, eux, étaient présents cette fois-ci, donc contrariants ou désagréables, à 22,9%. Par exemple, je suis devenu plus strict ou prise de conscience des relations dysfonctionnelles dans mon entourage. Celui-ci, je le trouve particulièrement intéressant parce qu'on peut se dire, bah oui, c'est un objectif de thérapie, remarquer ce qui se passe dans les relations autour, pouvoir prendre du recul sur le dysfonctionnement, et on se dit, c'est bénéfique, la personne va être plus au clair sur ce qui se passe autour d'elle. Bah, pour cette patiente-là, non. C'était dans les effets désagréables. Dans les effets désagréables, d'ailleurs, je ne l'ai pas noté, mais je trouve ça intéressant de le partager. Il y en a une qui a partagé. Quand on commence à mieux se connaître, c'est abyssal. Ils n'ont pas forcément envie de savoir, apparemment. On vous a mis ici quelques exemples de. Oui, vous ne voyez pas mon doigt de toute façon. On vous a mis ici quelques exemples des items qu'on a posés. Donc, globalement, dans ma vie, cette psychothérapie a eu les bénéfices inattendus suivants. Globalement, dans ma vie, cette psychothérapie a eu les conséquences inattendues contrariantes suivantes. Et j'ai aussi observé, repéré, remarqué des changements inattendus, supplémentaires, sans lien avec mes objectifs. Il y avait d'autres questions, mais voilà pour vous donner un peu une idée de ce que c'était. On est encore en phase d'analyse des résultats, mais on a déjà suffisamment de données pour se lancer sur la suite. C'est-à-dire que ça, c'était des recueils de données notamment qualitatifs. Nous, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe dans la pratique, dans une situation où on sait ce qu'ils reçoivent plus clairement. Donc, voilà. Prochaine étape, une évaluation dans un dispositif qui est déjà mis en place, enfin, dans un dispositif clinique, avec des variables davantage contrôlées, où on saura quelles thérapies et techniques ont été utilisées avec les patients, où il y aura une même population, avec peut-être plusieurs profils symptomatologiques, mais au moins on saura quels ce sont. Une symptomatologie établie par le lieu et par nous,
Des objectifs thérapeutiques co-construits, où on sait qu'il y a eu une démarche, et les objectifs seront relevés de notre côté, mais on sait que ça fera partie de la démarche de les établir, et une durée limitée. C'est-à-dire, là, dans la recherche, c'est l'inconvénient des recueils qualitatifs parfois, certaines personnes ont fait 4 mois de thérapie, d'autres ont fait 8 ans. C'est pas pareil. Donc, nous sommes en voie de mettre en place un dispositif d'évaluation sur le terrain avec des variables contrôlées, des effets inattendus d'une prise en charge psychothérapeutique définie, cadrée et répétée. Nous comptons utiliser un outil qu'on a construit pour cette étude sur la base des recherches précédentes et des connaissances actuelles afin de recueillir et de mesurer des effets inattendus à travers une approche dimensionnelle. On va leur demander l'intensité, on va leur demander la valence bénéfique néfaste. Cet outil sera complété par un certain nombre de mesures et échelles préexistantes et validées, nous permettant d'affiner les apports et les limites de cette nouvelle démarche afin d'en optimiser les apports à la pratique. C'est-à-dire qu'il y a des mesures, on va mesurer par exemple l'alliance thérapeutique, comment elle se passe, on va mesurer le niveau, je sais plus comment elle s'appelle exactement, le niveau d'épanouissement dans la vie, certaines choses comme ça, et on va pouvoir comparer ça, voir si ça a apparu déjà dans les effets inattendus que les patients nous rapportent, comparer et construire quelque chose de stable. J'ai hâte de faire ça et je vous dirai ce que ça donne. Normalement, il y a une petite slide pour vous remercier de votre attention. Voilà. Merci de votre attention et j'espère que ça vous a intéressé. On fait une petite phase de questions ou on passe au suivant? Questions? Ok. Si j'ai une question sur la dernière phase, est-ce qu'il y a un choix qui a été fait sur la thérapie qui va être évaluée ou pas? On a un lieu avec lequel on est en contact et du coup, ils ont déjà en effet des thérapies qu'ils utilisent, ils ont un protocole établi. L'étape suivante, ça va être de discuter avec eux pour voir un peu qu'est-ce qu'ils font concrètement. On sait à peu près, mais on veut être bien au courant de ce qu'ils font avec les patients. Donc, on n'a pas choisi en fonction de la thérapie, on a choisi en fonction d'un lieu qui présentait tous ces critères, donc une même population, symptomatologie étudiée, connaissance des thérapies et techniques utilisées, et un lieu qui veulent bien de nous aussi. C'est important. Bonjour, moi j'ai une question par rapport à votre slide 7. À un moment, vous parlez voilà, des patients qui ne savent pas le type de psychothérapie. Enfin, en tout cas, ils ne savent pas comment ils sont pris en charge. Et vraiment, le chiffre, il m'a étonné. Et je voulais juste savoir la question qui avait été posée, en fait. Est-ce que la question qui avait été posée, c'était plutôt du côté du psychologue? Est-ce que le psychologue, voilà, c'était plutôt ça? Et dans la deuxième, vraiment par intérêt, j'aimerais savoir si le rire s'est sorti dans les réponses ou pas, dans les espèces de bénéfices inattendus. Voilà, c'était mes deux questions. Je vais commencer par la fin. Alors, le rire dit comme ça, non. Ouais, après, il y a beaucoup d'effets. Je peux ne pas me souvenir de tous. Par contre, l'humour, oui. Et là où c'est pas très clair, c'est que certaines personnes ont l'air de rapporter l'humour dans les entretiens, ils s'y attendaient pas, et d'autres une augmentation, amélioration, je sais pas comment ils quantifient, de leur humour dans leur vie. Donc l'humour, c'est venu, le rire en lui-même, ils en ont pas parlé. Ou alors, c'est une fois dans l'eau et je l'ai oublié, l'humour. L'humour, oui, ça a été rapporté. Et quant à l'item je ne sais pas, on leur a posé. Alors, ça, c'est basé sur la question. On leur a demandé quelle était la psychothérapie que vous avez reçue. Ils pouvaient cocher psychanalyse, thérapie intégrative, hypnose, EMDR, thérapie corporelle, art-thérapie, TCC, autre, et je ne sais pas. Certains ont répondu autre. Et là, ils ont mis, quelqu'un a mis, j'ai eu des entretiens pendant 8 ans, mais je ne sais pas quelle thérapie c'est. D'autres ont dit corporel et somatique, corporel et psychanalytique. Mais il y en a quand même 16% qui, malgré cette proposition-là, ont coché je ne sais pas. Oui, c'est ça. Ça, on ne le sait pas en termes de données recueillies. Il y a une limite à ce qu'on peut recevoir. Mais en tout cas, nous, on n'a évidemment pas posé la question aux professionnels parce que ça serait beaucoup de professionnels. Par contre, on a aussi posé la question, alors comment c'était formulé? Je connais l'orientation qu'avait mon professionnel, il pouvait cocher oui, non. Ça, il faut encore qu'on développe les liens entre ceux qui ont coché je ne sais pas, etc. Mais une grande partie ont coché non, je ne connaissais pas. Par contre, certains ont coché je ne connaissais pas l'orientation, mais je sais quelle thérapie j'ai reçue. Il y a des choses qui sont encore à définir.
ça que je trouve intéressant personnellement. C'est ça. Pour les patients, c'est peut-être. Ça a l'air pas si important pour les patients. Pourtant, nous, c'est important. Ça a l'air beaucoup plus important pour eux, pour nous évidemment que pour eux. Et je trouve ça intéressant de se dire que les patients, s'ils ont vécu des choses, ça leur suffit. Ils n'ont pas besoin de se poser la question. Nous, on leur a posé la question parce qu'on a besoin au niveau de la recherche. Mais les patients, eux, comme vous dites, ils sont dans le oui, oui, qu'est-ce qu'on va faire? Merci pour votre intervention. Les résultats de vos recherches sont vraiment très intéressants. Je voulais juste savoir si vous, au niveau des psychothérapies représentées, vous les avez catégorisées ou vous les avez catégorisées en fonction de ce que savent les patients. Et vous, est-ce que vous les avez définies? Est-ce que vous avez fait des groupes? Vous voulez dire une fois qu'on a reçu les données? Oui, voilà, de savoir par exemple, ce qui m'intéressait, moi, c'est de savoir les effets inattendus ou attendus en fonction du type de psychothérapie. C'est la première chose que j'ai envie de faire en rentrant de ce colloque. Parce que c'est les résultats préliminaires, on n'a pas eu le temps de détailler davantage pour le moment. Mais c'est très évidemment la première chose qu'on va faire. Merci. Je suis aussi curieux que vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais vous entendre, je vais peut-être répéter. Si je comprends bien, si vous voulez savoir, dans la part des 22% d'effets contrariants, enfin d'effets, voilà, combien sont contrariants, combien sont désagréables? Alors ça va être de mémoire. Il me semble que c'est 50-50. Pour contrariant désagréable, il me semble que c'est 50-50. Pour bénéfique agréable, et c'est de mémoire, hein, il me semble qu'il y en a davantage en bénéfique qu'en agréable. C'est une réponse très claire au moins. Oui. Donc, est-ce que les effets dans cette étude, est-ce que les objectifs thérapeutiques avaient été établis au préalable en début de thérapie? C'est ça? Est-ce que ça a été requis? Alors, au niveau de la thérapie réalisée par ces patients, je ne sais pas si ça a été établi clairement en début d'entretien, en début de suivi. Nous, on leur a simplement demandé s'ils avaient été satisfaits de la thérapie, de la thérapie par rapport à leur objectif. Mais dans cette étude qualitative, on n'a pas relevé les objectifs qui s'étaient fixés parce que pour le coup, ça aurait fait une masse de données beaucoup trop importante, déjà qu'il y en a beaucoup. Par contre, on va le faire dans le dispositif. On va leur demander clairement quel est votre premier objectif, deuxième objectif, troisième objectif. Et on va leur demander aussi comment vous allez voir qu'il est atteint au fur et à mesure. Parce qu'en effet, un effet peut. Il y a une chose, j'entends que vous dites un effet inattendu peut ne pas l'être selon leur objectif. À mon sens, je dirais si jamais pour eux il est inattendu, il est inattendu, même si c'est en lien avec l'objectif. Ce qui devient très intéressant au niveau clinique, comment s'en saisir. Si un patient nous dit je veux avoir de meilleures relations avec ma mère, et tiens, je ne m'y attendais pas, mais j'ai de meilleures relations avec ma mère, moi, personnellement, en tant que professionnel, je vais dire je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si jamais ça apparaît dans la deuxième étude, là, en effet, on va pouvoir le questionner. Pour le moment, c'est encore en construction au niveau déjà des terminologies, des représentations et aussi, évidemment, des outils utilisés. Oui. Oui, c'est axé principalement sur les effets, sur la subjectivité du patient. Pour une raison toute simple, moi, c'est ce que j'aime bien rappeler, c'est que c'est eux qui connaissent le mieux leur vie. Et que, à mon sens de jeunes chercheurs, enfin de débutants, je veux dire, dans la recherche en psychothérapie, on oublie un petit peu ça, que c'est eux qui s'y connaissent mieux dans leur vie et que nous, on s'y connaît peut-être mieux dans la symptomatologie. Mais si on regarde des choses et si on regarde des choses qu'on veut étudier et qu'on leur demande pas ce qui se passe à côté, ils vont pas nous le dire d'eux-mêmes. Pourtant, ils peuvent le savoir. Donc, à ce niveau-là, oui, ce sont eux qui sont experts, donc leur subjectivité, je ne peux pas faire sans.
Avec plaisir, osez. Il y a eu dans la recherche un petit peu ce que vous avez fait, c'est-à-dire qu'on a essayé de se dire, mais effectivement, on va fixer des objectifs et puis au fond, on va pouvoir mesurer les objectifs qui sont fixés et puis donc se dire, peut-être que ça correspond à ce que vous attendez par effet inattendu, je ne suis pas sûr. Mais au fond, on a abandonné ce système-là. Parce que ces objectifs fixés en début de thérapie, généralement, on les abandonnait. Et au fond, ce n'est pas tellement inattendu, c'est inconnu. Si vous allez chez un professionnel, c'est que vous ne savez pas ce qui ne va pas. Et si vous ne savez pas, qu'est-ce qui va vous permettre de changer? Mais tout à coup, effectivement, ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez des indices que quelque chose a changé. Vous voyez? Donc, inattendu, attendu, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, je peux vous dire qu'on a essayé effectivement de mesurer plutôt que de dire on prend des indices symptomatiques, on va prendre des choses plus individualisées et ça nous fera mieux comprendre. Mais vous voyez, au fond, ces indices symptomatiques, il faut juste les prendre pour des indices. Ce n'est pas grave, ils ne vous disent pas tout le changement, mais c'est un excellent indice. C'est-à-dire, quand il y a cet indice symptomatique qui est facilement mesurable, eh bien, ces choses se passent. Voyez? Et en recherche, il faut bien comprendre ça en recherche évaluative, me semble-t-il, c'est qu'il faut être très économe. On peut pas, on aimerait mesurer 20 000 choses, mais si on mesure certaines choses, c'est aussi parce qu'on a une raison qui est une raison économique. Voyez? Donc, moi, je suis d'accord que c'est très important, ces choses inattendues, mais au fond, la question moi, que je me pose, c'est est-ce que ce n'est pas simplement une question de formulation de cas? Si vous avez bien compris le cas, si vous l'avez bien formulé, alors ce qui était inattendu devrait devenir attendu. Voyez? Au niveau de ma pratique clinique, je vous rejoins tout à fait, les objectifs vont évoluer. Au niveau de la recherche, de ce que moi j'ai pu voir en tout cas en explorant ça, c'est que c'est très souvent qu'on définit les objectifs et qu'on s'accroche, est-ce qu'ils sont atteints ou pas. Pourtant, comme vous le dites, ils évoluent. Dans le dispositif qu'on va mettre en place, on leur demandera en début de thérapie quels sont leurs objectifs, en début de prise en soin, quels sont leurs objectifs. À la fin, on leur redemandera quels sont ou quels étaient leurs objectifs et on leur redemandera encore après. Et on va évaluer s'il y a des changements sur ces objectifs-là, s'ils considèrent qu'ils les ont atteints et quels sont les effets inattendus par rapport à ça. Et pour redéfinir un peu autrement effets inattendus, on appelle ça comme ça. Moi, personnellement, ce qui m'intéresse, ce n'est pas faire une liste des effets inattendus. On peut imaginer que c'est intéressant, mais comme je vous l'ai dit, parfois, certaines personnes vont dire qu'un effet est bénéfique, d'autres vont dire qu'il est contrariant. Savoir quel effet est inattendu, à mon sens, ce n'est pas intéressant. Pour d'autres, il pourrait devenir un effet attendu. Par contre, étudier en quoi la présence d'effets inattendus a changé quelque chose dans la relation thérapeutique ou dans le suivi ou dans l'atteinte des objectifs, ça, c'est quelque chose que je trouve plus intéressant. Et les études qu'on a faites là, c'est juste pour déterminer qu'est-ce qui se passe si on pose aux patients, avez-vous des effets inattendus? Ah ben, ils ont des choses à nous dire. Par effet inattendu, à ce sens-là, à ce niveau-là, j'entends qui dépasse ou qui n'est pas les effets recherchés, qui a cassé, perturbé, dépassé les attentes, avec un sentiment de surprise. Et c'est ça que je trouve intéressant au niveau clinique et que j'ai envie d'intégrer dans la recherche sur les évaluations des psychothérapies. Parce que sinon, je vous rejoins tout à fait. Les objectifs vont changer et à un niveau clinique, ça ne sert à rien de se dire non, 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 vous êtes parti avec ça au début, vous arriverez avec ça à la fin. Ça ne va pas marcher. Ça, je vous rejoins tout à fait. C'est pour ça que voilà, c'est pas les effets inattendus en termes de liste et de qu'est-ce que c'est qui m'intéresse, c'est la place que ça a dans le suivi et dans la recherche. Je ne sais pas si c'est un peu plus clair. Et je vous remercie d'avoir partagé ça parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans l'évaluation des psychothérapies et je me sens tout fraîchement arrivé. Vous avez aussi des thérapeutes qui travaillent sans objectif. J'avais un collègue qui insistait beaucoup là-dessus en disant « je n'ai pas d'objectif ». Donc, il avait plus une approche expérientielle. Voilà. Bon, ce qui n'empêche pas le patient d'avoir, lui, des objectifs. Ce que j'allais dire si j'étais et de pouvoir taquin. répondre à vos questions qui le font travailler. Voilà.